avoir un petit peu froid la semaine prochaine, mais heureusement, les vraies voix sont très chaleureuses ce soir. Et ils sont là, regardez ici. Là, ils sont on peut même dire chaudes. Je l'ai pensé. Les voix sont chaudes. Comme des baraques à frites. Oui. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Ça va, mon Philippe? Ça va très bien, et vous? Oui, vous êtes en forme. Oui, on a le 2 du cartel, on a le cartel de Kali et de Medellin sur la tricherie au qui c'est qui a dit. Manque que Jean Dorido, on aurait le cartel de Sinaloa en plus. Eric Revel, oui, mais pas moi, tellement peu. Tellement peu. Ouais. Alors que Samuel Botton, qui est autour de sa table, expert en communication chez Step Conseil, et l'intégrité en personne. Inébranlable. Ah, ça se voit, oui. Ça se voit. Voilà. Intègre, honnête, ne vous y trompez pas, chers auditeurs. Je suis la seule voix possible pour nous redresser à tous. C'est pour ça que vous êtes à côté de moi d'ailleurs. Et de gauche. Ouais. Autant que possible. En face de les deux tricheurs, Eric Revel. En plus, c'est vraiment injuste de me mettre dans le même sac que ce monsieur là à ma droite là. Mais Eric c'est incroyable. Revel, je vous adore à la folie, mais non, mais c'est tricher une fois, c'est tricher. Eric, vous avez été pris en flagrant délit. Alors très bien, Eric Revel, tromper une fois, c'est tromper? Bah oui. Bah alors, il tricher une fois, c'est tricher. Mais pas par rapport au mode industriel qui avait mis en place Sébastien. Les gens comme vous sont toujours dans l'alliance. Eric, ce que vous avez fait, c'est l'honnêteté qu'on assassine. Voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est en fait, moi, mon système est tombé à cause de lui. C'est ça le problème. Mais oui. C'est pour ça que j'avais raison de parler de cartel. Attendez, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, bien entendu, c'est la triche au qui c'est qui l'a dit, ce jeu que tout toute le monde. la France nous envie. Bah oui, bien sûr. Et donc nous avons des joueurs que nous avons dû écarter et réintégrer finalement à la demande du peuple. Mais si on avait eu le choix, on les aurait laissés. Enfin bref, Eric Revel est avec nous, journaliste écrivain, auteur de ce livre C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, et en l'occurrence c'est le qui c'est qui l'a dit qu'il a assassiné. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, et ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude qui est avec nous au bout du fil. Et le grand débat du soir, eh bien David Lisnard veut élargir la droite, Bruno Retailleau refuse, et donc cet épisode dit quelque chose de plus large sur la politique française. Même au sein d'un même camp, on ne se met plus d'accord, ni sur la méthode, ni sur la ligne. Et on vous pose cette question, de gauche à droite, sommes-nous dans une crise politique d'identité, d'idées, d'incarnation, ou les trois? Eh bien, vous dites les trois à 75%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et moi je dis les trois et même plus. Et que dit Samuel Botton? Je pense que là, pour le coup, c'est plus un problème d'incarnation. Et des idées, c'est une bonne chose, mais il manque une incarnation. Avec vous, Eric Revel? Je dis que David Lisnard est un honnête homme. Ouais. Qui porte beaucoup de bonnes idées que je partage. S'il y avait une primaire, je crois qu'il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Sébastien Ménard? Pas mieux. En fait, d'accord. la réalité, c'est qu'on assiste à une recomposition de l'échiquier politique. Voilà, qui sera au centre? À l'extrême gauche, on a déjà quelque part notre profilage. Ne faites pas une conférence, ça, c'est un qui. Quelqu'un lui souffle, attendez. Faut que ça monte au cerveau. Encore faudrait-il qu'il y en ait un. On le cherche toujours. La question du soir, à 18h30, le Parlement européen durcit sa politique migratoire et valide la création d'un hub de retour pour expulser les migrants hors de l'Union européenne. Et on vous pose cette question, approuvez-vous la création de centres pour renvoyer les migrants en dehors de l'Union européenne? Eh bien, vous dites oui à 90%, vous voulez réagir, le 0826 300 300, moi je m'inquiète, on va peut-être poursuivre les députés européens pour crimes contre l'humanité. Samuel Botton? Je trouve que c'est une idée aberrante. On allait chercher ce qui se faisait de pire ailleurs et on l'importe chez nous. Eric Revel? Sur l'idée, oui. En fait, c'est zémourien, ça s'appelle la remigration. Ouais. Sébastien Ménard? Je suis pas certain que ça soit zémourien. Je pense que ça doit être fait avec humanité, mais c'est une mesure de bon sens qui était quand même attendue par des gens de droite, des gens de gauche, enfin par des Européens tout court. Merci. Et à 17h50, c'est le bon Flavio, notre chasseur d'arnaques. Et visiblement, et c'est extrêmement rare, quelqu'un vend une voiture, mais le volet visiblement. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour la 206 à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible? Oui, toujours à vendre, oui. Oui. Je voulais savoir, le véhicule, il vous appartient? Non, je dis ça par rapport aux photos. Tu la vois pas, la bagnole, là, comme ça? Si, mais je pense qu'on la verrait mieux de jour. Oui, je crois, encore un casse-couille qui va m'apprendre quoi faire, allez.
Ah, c'est ça. Allez, au bon accueil, bonjour. Ce sera à 17h50 avec le bon Flavio. Et tout de suite, de gauche à droite, sommes-nous dans une crise politique, d'identité, d'idées, d'incarnation ou les trois? Eh bien, vous dites les trois à 77%, c'est-à-dire loin devant les trois autres propositions. Et bienvenue, c'est le grand débat du jour. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Voilà, la nature et les bons copains. Qu'est-ce qu'ils veulent les Français? Le sifflard, je suis ok. Le pinard? Ouais, on est d'accord. Et tout ça, c'est dans le prospectus que vous jetez dans vos chiottes. Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi, il me faut du concret. Le profil du candidat, c'est l'homme qui rassemble la droite et la gauche dans une nouvelle tendance politique. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça nous donnerait la droite. Ou la gauche, comme tu veux. J'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Français, je ne vous ai pas compris. C'était un message du Parti de la Vérité. Et c'est François qui est avec nous de Montpellier au 0826 300 300. Bonsoir François, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Bienvenue, merci de m'accueillir à tous. Et puis je vais casser l'ambiance. Mais bon, oui, allez-y. Non, allez-y. De toute façon, les trois autres vont le faire aussi, donc vous inquiétez pas. Bon, moi, je pense qu'on a un gros problème, c'est que on est, oui, dans une crise totale d'identité, à peu près partout, sauf un ou deux partis qui maintiennent le cap, et c'est souvent les plus petits, en plus, hélas, qui maintiennent leur idéologie et leur cap et leurs électeurs, voilà. Mais je pense que le problème est très simple dans notre pays. Le premier, et qu'on n'a toujours pas compris que la monarchie c'était terminé, on était en République, donc déjà ça, c'est pas mal. Le deuxième, c'est que il faut qu'on arrête de nous servir sur un plateau doré des gens qu'on a virés par les grandes portes et qui essaient de revenir par les fenêtres. Il suffit de regarder les chaînes d'infos qu'on a à disposition, sans les citer, en permanence. Il se passe quelque chose, on nous invite le vieux crin-crin de Raffarin qui va nous donner son avis avec sa vision des choses. Tous ces gens-là, nous les avons eus, nous les connaissons, ils ont des bilans catastrophiques, ils sont responsables pour la plupart de la situation dans laquelle nous sommes. Et quand vous avez des jeunes qui essaient un petit peu d'émerger, de faire entendre une nouvelle voix. Alors vous avez parlé de David Sinard. Moi je m'intéresse énormément à la politique, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, vous voyez, le maire de Cannes. Écoutez, ce monsieur, il a des choses à dire. Le problème, c'est qu'il a des espèces d'alligators au-dessus de lui, qui lui mettent le pied sur la tête et qui l'empêchent de parler, de proposer, et donc il s'en va, il crée son parti. Il a raison, regardez ce qu'a fait Ciotti. Il leur a dit stop à tous, et il a créé une nouvelle voie, une nouvelle émergence, un nouvel espoir pour nous les électeurs. Donc tant qu'on aura ces vieux dinosaures qui empêcheront une nouvelle génération, une nouvelle idéologie qui propose autre chose dans le même esprit, à droite ou à gauche. Voilà, quand vous avez le vieux Mélenchon qui vous parle et qui tient des discours pratiquement marxistes limite, vous n'avez pas envie d'aller voter pour lui. Quand vous avez des gars comme Rotaillot qui maintiennent, alors que le copain derrière est passé sur Sud Radio, Wauquiez a dit le contraire alors qu'ils sont du même parti, les gens n'ont plus envie. Donc il faut laisser une jeune génération émerger, leur laisser la parole. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul grand parti de droite qui le fait et qui laisse la parole à quelqu'un qui est très libéral. C'est Jordan Bardella. Je ne vous dis pas que je vais voter pour eux. Je ne vous dis pas pour qui je vais voter, mais n'empêche qu'on le laisse lui s'exprimer, et malgré son jeune âge et son manque d'expérience qu'on lui reproche. Allez François, vous bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant parce que visiblement il y a des réactions autour de cette table. Oui, absolument. Absolument. 0826 300 300. Comme je disais à maman. C'est l'imitation de qui ça? Ouais, c'est loupé, non? Non. C'est la première version des Guignols, avant qu'ils trouvent oui, c'est Monsieur Lecoq. La deuxième peut-être version, non? C'est quand ils n'avaient pas trouvé encore le... 91-92. Oui, peut-être c'est ça. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Ça sent la bonne émission aujourd'hui avec Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, avec Eric Revel, journaliste, écrivain, auteur. Imitateur aussi. C'est fou. Et imitateur. Et chanteur. Et chanteur. Et j'ai le cœur complètement malade. Et chanteur raté aussi. Ça règle les comptes là. Mais en fait, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou du mépris. On est dans les vraies voies, non? Donc il faut dire la vérité. Voilà. C'est dingue, il imite la main et l'autre le traite de chèvre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Voilà. Et puis Sébastien Ménard est avec nous, bien sûr. La gentillesse incarnée, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Avec François de Montpellier qui est avec nous au 0826 300 300. Et je crois que Samuel, vous vouliez lui répondre. Oui, plusieurs points. Alors déjà sur ce qui a été dit, après sur le sondage un peu plus particulièrement, sur ce qui a été dit, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse parler de relève politique et mettre Éric Ciotti dans la même phrase, alors que ça fait à peu près 20 ans qu'il truste toutes les chaînes info, et que dans l'idée du renouvellement, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est aller s'allier avec le Rassemblement national. Je pourrais vous dire pareil sur Lisnard, le simple fait qu'il soit allé s'afficher avec lui dans l'entre-deux tours, pour un parti... comme les Républicains, je trouve ça quand même inadmissible. Et alors après, sur la question finalement de la crise politique que l'on connaît, j'ai envie de vous dire des idées, il y en a toujours eu. Des courants de pensée, ils ont toujours été multiples dans tous les partis qu'on connaît. C'est juste qu'avant, il y avait des incarnations un peu plus fortes. La culture du chef, comme on ne l'a plus forcément aujourd'hui à droite. Quand vous avez un Jacques Chirac qui a tenu son parti pendant plus de 30 ans sans que personne ne bronche, enfin, il a connu de l'opposition. Seguin, Pasqua, il a été trahi. Mais il a beaucoup trahi aussi. Oui, c'est ce qui lui a permis de survivre aussi longtemps. Chaban-Delmas, Giscard d'Estaing, Balladur. Il n'était pas en responsabilité suprême à l'époque. Il a fait ce qu'il fallait pour y arriver. Oui, Ceci étant dit, à gauche, vous aviez aussi des figures. Le problème, c'est que quand est-ce que la digue a sauté? Elle a sauté pendant le mandat de François Hollande, quand sa propre majorité l'a trahi et que tout l'hémicycle de l'Assemblée a compris que des vagues de frondeurs pouvaient émerger et que plus il y avait de courants de pensée avec une forte incarnation, un semblant d'incarnation, plus ça a aidé dans les négociations futures au gré des élections et des congrès et ainsi de suite. Donc de là à dire on est en crise politique, non, on est en crise de dirigeants purement et simplement. Monsieur Robert. Monsieur Samuel, d'abord sur... N'oubliez pas que je suis plus honnête que vous. On découvrira votre système de tricherie un peu plus tard. Il est plus sophistiqué, c'est tout. C'est la gauche et la vertu. Alors, s'afficher avec des gens semble vous poser problème. Je vous ai jamais entendu, par exemple, quand François Mitterrand fait le programme commun avec Georges Marchais, dénoncer le fait que Marchais incarnait un parti communiste stalinien des plus redoutables. Ça gênait personne. Il a Robert Fabre, ministre communiste. Robert Fabre, il se demandait sans doute ce qu'il faisait là, mais bon. Donc bon. Ils étaient annihilés. Je veux dire, en fait, on va être d'accord sur un point, je pense, c'est que tout ça, mon cher Sébastien, c'est le résultat du en même temps. En fait, le pourrissement de la vie politique. C'est Emmanuel Macron, les Français ont voté pour lui la première fois et la deuxième fois, il n'y a pas de sujet. Hein. Il a mis en place un système qui devait normalement lever tous les obstacles, tous les blocages à la vie politique française. On allait voir ce qu'on allait voir, le meilleur à droite, le meilleur à gauche. Et en fait là, on est dans la phase de décomposition de la vie publique politique française. Voilà. Alors il y aura la recomposition après oui. Mais grâce ou en même temps, si vous voulez, on est passé d'un système qui avait déjà quelques boutons sur la figure, à un système qui est mort. Voilà. Posez-vous aussi la question, Éric Revel, comment un jeune ministre inconnu du grand public prend le pouvoir et prend la campagne présidentielle de 2017 en otage et à son avantage et réussit à gagner avec des gens qui sont amateurs, novices. Faut juste quand même à un moment donné se souvenir de la manière dont les choses se sont passées. Je suis désolé, il ouvre en 2016-2017 une troisième voie. Enfin, la troisième voie, c'est pas nouveau. Hein. D'autres à gauche ou d'autres au centre et d'autres à droite. Le Chaban-Delmas même avant. Mais lui était au deuxième tour. Ah oui, pardon. Mais vous aviez eu dans la grande histoire politique française contemporaine que vous connaissez par cœur. Il y avait des précédents, sauf qu'à chaque fois, ça s'était soldé par des échecs. Et là, ça a fonctionné. J'aurais bien aimé vous entendre si les choses s'étaient déroulées autrement. Le problème, mon cher Sébastien, c'est qu'on ne se pose pas la même question. Vous me posez une question, comment se fait-il qu'un jeune novice ait réussi le hold-up politique parfait? Moi, la question que je me pose... parce que vos copains n'étaient peut-être plus au niveau. Moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que François Fillon,
qui gagne la primaire est écarté pour des raisons que vous irez demander à Rachida Dati, vous le savez. Voyez, donc c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment le système globalement a écarté François Fillon. Mais, voilà. Ensuite, le hold-up était parfait. Je voyez, quand vous ouvrez les portes de la banque, c'est facile de choper le coffre-fort. Je vais répéter ce qui se disait déjà aux élections municipales de 2001 à Paris, quand Seguin a été mis dans les pattes de Jean Tibéry. On a la droite la plus bête du monde. Et ben ça n'a pas changé. Je veux dire, qui a sabordé la campagne de François Fillon ? C'est François Fillon. C'est pas François Fillon, c'est le canard enchaîné. Ces affaires existaient. Il a été jugé, il a été condamné. Non, mais c'est pas ça. C'est pourquoi ces affaires explosent médiatiquement une fois qu'il est désigné. C'est ça qui m'intéresse. Je rejoins Sébastien, allez demander à Rachida Dati. Non mais déjà c'est intéressant, Éric Revel qui dit quand on vous ouvre les portes de la banque c'est plus facile de prendre le coffre-fort vu les accusations qui pèsent sur lui. Je trouve que la formule est quand même un peu cavalière. Je suis pas d'accord, le coffre-fort était fermé. Monsieur Philippe David. Non, je vous arrête. Alors je fais une aparté pour revenir sur la question. Désolé mais Fillon était anéanti par le Penelope Gate. Je vais être méchant, mais alors Benoît Hamon, c'est le degré zéro de la politique. Il a fini à 6%. Quant à Marine Le Pen, elle a fait naufrage au débat du Monsieur Philippe David, il gagne la primaire, Benoît Hamon. Je suis désolé, vous avez le président de la République sortant qui décide de ne pas être candidat. Est-ce que c'est de la faute de Macron ? Ça aussi, c'est un péché original de Hollande de ne pas s'être représenté. Mais on va pas refaire l'histoire. Sur l'affaire d'idées d'incarnation, d'identité, moi j'ai dit 3 et même plus. Aujourd'hui, on parlait de la décomposition. Le paysage politique français, mais c'est le désert, c'est le néant. Mais arrêtez. Mais c'est faux. Mais qui a quelque chose à proposer qui fasse rêver les Français ? Vous avez encore une fois, je ne suis pas non plus un porte-parole, mais regardez ce que essaye de proposer Gabriel Attal ou ce que représente Sébastien Lecornu. Mais Gabriel Attal, c'est zéro. Mais vous pouvez pas. À la limite. Mais vous ne pouvez pas dire que ça ne représente rien. J'ai pas dit que ça représente rien, j'ai dit que c'était gazeux. Il pousse des idées. Il est dans le débat public. Vous pouvez pas dire ça. Que ça vous déplaise, que ça vous déplaise, c'est une chose. Mais vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. C'est pas flamboyant non plus. Ça fait rêver personne. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il a un sparadrap qui sera collé à sa chaussure tant qu'il fera de la politique. Oui, mais surtout, vous vous souvenez aux législatives. Bon, voilà. Il faut une bonne traversée du désert pour rebondir. Bah voilà. Puis quelqu'un qui a son âge et sa petite expérience à Matignon, qui a sans doute le bilan carbone le plus impressionnant de ce gouvernement. Il a toujours habité le 7e, si vous voulez, entre l'école alsacienne, Matignon, bon. Mais quand un type, Premier ministre pendant 6 mois, vous explique dans une interview vos points, je lui ai dit encore il y a 15 ministre pendant dans 5 son ans, bureau. aussi. Ok, qui dit j'ai rendez-vous avec l'histoire des Français. Non mais arrêtons, on sort de rire. Mais ça c'est le problème de la nouvelle génération politique qui est dans la com et la grande phrase. C'est son récit, si on parle il a le droit. Oui, non mais les récits ça va 2 minutes, Sébastien. Les récits, ils sont tous en train de poser des récits. Il faut peut-être un peu plus de programme. Aujourd'hui, vous me demandez qui a un programme sans être d'accord avec. Un mec qui avance de manière raisonnable et cohérente, c'est Édouard Philippe. C'est-à-dire Édouard Philippe, pour le coup... Ah bon ? Oui, Édouard Philippe, pour le coup, il a un programme, il a des idées, on sait où il va, c'est clair. Quand il parle aux Français, il les prend pas pour des imbéciles. J'ai jamais eu l'impression de m'être fait prendre pour un con par Édouard Philippe. Ah bon, je ne suis pas d'accord avec lui, il y a beaucoup de choses que je peux combattre, mais sur le fond, je préfère avoir à traiter avec un mec comme ça qu'avec du Bruno Retailleau, du Laurent Wauquiez ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, vous me demandez qui est apte à être sur une ligne de départ pour la présidentielle, pas une candidature pour une candidature, effectivement, je vous répondrai Édouard Philippe. Après, à côté, c'est plus ou moins le néant pour moi. Bon, j'ai une tendresse pour François Hollande, vous le savez, mais sur le reste, voilà, vous avez Mélenchon, Hollande, Édouard Philippe, la droite qui va devoir faire un vrai travail, et Marine Le Pen qui est la c'est bien, vous aimez Édouard Philippe et François Hollande, au moins vous faites du social, on ne pourra pas vous reprocher autre chose. Mais justement, ce qui est intéressant, Édouard Philippe, c'est aussi gazeux. Il n'y a rien. Mais quand on écoute Samuel, ce qui est intéressant, tout à l'heure dans le teasing, j'ai pas pu exposer ce que je voulais dire, c'est que vous avez évidemment à la gauche de la gauche une force politique organisée, voilà, sous la figure tutélaire de leur boucher qui s'appelle Mélenchon. Et on l'a dit sur cette antenne, c'est sa maison, c'est son parti, c'est lui qui a tout monté. Il n'y a pas de raison quelque part qu'on vienne lui contester ça. Ça, c'est encore un autre sujet. Vous avez cette offre politique-là. Et puis après, il y a une offre politique centrale qui va de la gauche, mon cher Samuel, jusqu'à effectivement Édouard Philippe. Et puis après, vous avez une droite qui doit probablement, à un moment donné, faire son aggiornamento et puis essayer d'assumer ce qu'ils sont, ou ce qu'ils ont du mal à assumer d'ailleurs. C'est de Retailleau,
Jadot jusqu'à Marine Le Pen, en passant par Bardella, Zemmour, etc. Voilà, vous avez 3 blocs politiques aujourd'hui en France. On est d'accord. C'est tout. Et c'est la question du jour. Oui, il y a 3 blocs politiques. Mais il y a des sous-blocs dans les blocs. Voilà, mais il y a des sous-blocs dans les blocs. Mais ce qui pose des problèmes, c'est ces fameux sous-blocs. Et ça, des blocs. C'est ces fameux sous-blocs, parce que tout le monde essaye. Il va de sa petite phrase, il va de son petit calcul politique. Vous avez raison, Samuel. Pour se dire, je vais peser, je vais essayer. Juste une réponse. Alors juste, on en vient à une problématique de sociologie. Pourquoi ça tenait dans les années 80, 90, début des années 2000 ? Question des chaînes info, de l'info à toute heure et H24, et aujourd'hui, c'est autant d'opportunités de communication pour nos parlementaires et politiques actuels. Allez, pas de réponse. Bah non. C'est pas la peine. Regardez comment je suis bloqué. Oui, bah, moi aussi, j'allais juste dire. Vous allez vous débloquer dans le couloir. Et sans les mains, s'il vous plaît. Et dans un instant, les seuls contre tous, Samuel Botton, Olivier Faure, en disgrâce, mais pourtant indispensable au PS et à la gauche, et avec Revel, l'aide militaire à l'Ukraine remise en cause par la guerre en Iran. Le Pentagone compte réorienter l'aide militaire à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Ce sera les seuls contre tous, dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Les Vrais Voix jusqu'à 19h avec Philippe David, 0826 300 300. C'est pour vous le moment, bien entendu, de débattre avec nos Vraies Voix du jour. Samuel Botton est autour de la table, expert en communication chez Step Conseil. Éric Revel, journaliste et auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Et tout de suite, c'est la séquence Seul contre tous. Les Vraies Voix Sud Radio. Seul contre tous. On commence par vous, Samuel Botton et Olivier Faure. Vous dites en disgrâce, mais pourtant il est indispensable au PS et à la gauche. C'est la question que je me pose et je pense que la réponse est oui. Alors soyons clairs, dimanche j'étais tout feu tout flamme et prêt à réclamer sa démission imminente. Puis je me suis rappelé que le prochain congrès du PS serait à l'été 2027, donc on allait quand même devoir à gauche composer avec Olivier Faure, et en fait c'est pas plus mal. Alors sur ce que j'ai à lui reprocher, évidemment, il y a le nombre d'occasions manquées d'avoir tué LFI dans l'œuf. Je pense notamment à partir de la dernière dissolution que nous avions eue. C'était l'occasion rêvée, il ne l'a pas fait. Il y a eu les municipales, il y a eu une forme de en même temps ou de nini qui a été mis en place en local. Et encore une fois, l'interprétation, c'est qu'il s'est fait bouffer par Mélenchon sur l'autel des négociations. Et pourtant, des négociations, il va y en avoir encore. Déjà, le PS va devoir se trouver un candidat pour la prochaine présidentielle. Je pense qu'Olivier Faure est quelqu'un de lucide et qui sait que ça ne sera pas lui. Par contre, il va y avoir besoin de beaucoup et de bons négociateurs. Parce qu'au niveau des négociations, il va falloir canaliser un Fabien Roussel. Il va falloir aller chercher Europe Écologie Les Verts, potentiellement avec une personnalité aussi ingérable que Marine Tondelier. Donc Faure, qu'il a déjà pratiqué, je pense que c'est la personne la plus adaptée. Et il va falloir réunir aussi les gens du PCF. Donc c'est là que je me dis, Olivier Faure, finalement, il a mené sa barque comme il devait l'amener. Soyons honnêtes avec lui, il est un bien meilleur chef de file que ce que l'ont été à l'époque Harlem Désir ou Cambadélis. Et il a su maintenir à flot une barque qui, ma foi, prenait bien l'eau ces derniers temps. On se souvient des 1,75% de Anne Hidalgo, des scores faméliques et des unions obligatoires avec LFI pour survivre. Aujourd'hui, il a réussi à surmonter ça, c'est à mettre à son crédit, même si ça a manqué de clarté. Et je reste persuadé qu'il sera un point central pour le futur candidat socialiste en 2027. Mon Dieu, quelle déclaration d'amour. Ça me faisait plaisir. Alors, je vais vous dire, vous dites que là, il y a des trous dans la barque. Il y en avait. Non, la barque PS a coulé. Je vais vous dire, vous savez comment il a évité le naufrage, Olivier Faure, le grand démocrate, alors qu'une motion avait été proposée pendant le Bureau national pour le mettre en minorité et sans doute le virer. Il a dit, non, chers camarades, on votera pas. Oui. On ne votera. Bravo. Alors ça, non, mais c'est dans les statuts du parti. C'est extraordinaire. La gauche qui donne des leçons de démocratie. C'est aussi dans les statuts. Attendez. Puis deuxième chose, quand on prend les Français pour des abrutis en si peu de temps. Ici, il y avait Pierre Jouvet, interviewé par Jean-François Aquili. Ne prenez pas de notes pour qui l'a dit, vous. Bon, Pierre Jouvet, qui le lendemain du fiasco explique que Mélenchon est antisémite et que c'est un boulet. Le lendemain. Et que la stratégie de Faure était excellente. Et Olivier Faure dit la même chose sur une radio concurrente. Le lendemain du fiasco qu'ils ont bâti eux-mêmes, avec ces alliances
que je trouve contre nature. Je ne mélange pas le PS et les filles. Et vous trouvez qu'un Olivier Faure est crédible pour mener la barque qui coule du PS? Je vous ai pas parlé de la barque du PS, je vous ai parlé des négociations avec les partis. Déjà, si Olivier Faure... Alors, je comprends que ça sommerait un peu la zizanie un peu plus au PS. Mais vous savez, franchement, si c'est ça un grand dirigeant du Parti Socialiste, alors la droite a pas de mouvement à se faire. Désir et Cambadélis. Oui, Cambadélis, je suis pas d'accord. Cambadélis, je suis pas d'accord. Je vais vous répondre après. Allez-y. Non, mais seul contre tous. Oui, déjà, vous êtes seul contre tous. Donc, j'avais bien vu. Il a choisi le thème, faut dire. Maintenant, c'est le principe. Donc, voilà, vous allez ramasser, donc j'y vais. Non, mais vous moquez de qui, Samuel, sans déconner. Olivier Faure est quand même celui qui a presque amené Lucie Castet à Matignon. Enfin, faut quand même pas l'oublier. Il l'a amené à la mairie du 12e. Je pense que personne n'y croyait. Personne n'y croyait, mais la victoire. Pourtant, on a passé un été avec elle. La candidature de témoignage. La victoire post-dissolution, mauvaise idée d'Emmanuel Macron. Voilà. Non, mais tout ça a été rendu possible grâce au tripatouillage, aux magouilles électorales qui ont été validées, qui ont été encouragé par Olivier Faure, alors que c'est à ce moment-là, le moment de bascule, pour sauver cette gauche sociale, cette gauche de gouvernement, cette gauche respectable, que je respecte aussi, vous le savez, mais il s'est totalement fourvoyé. Totalement fourvoyé. Oui, alors... Donc pour moi, vous le mettez devant Cambadélis, je le mets derrière Cambadélis, je le mets entre Harlem Désir et Cambadélis, et très loin derrière François Hollande. Très loin derrière François Hollande. Est-ce que Olivier Faure est un aller-retour? Non mais je vais faire comme une métaphore marine. Cambadélis, Harlem Désir commandait un pétrolier, Olivier Faure commande un pédalo. Donc on ne peut pas vraiment comparer la réussite de chacun. Vous avez un souvenir très erroné du PS sous Cambadélis. Oui, mais peut-être que ma mémoire flanche. Oui, deuxième point, vous avez dit il a fait du nini. Non, il a fait du nini ou du en même temps. Il a fait du et pas d'accord national et accords locaux. Bravo, Philippe. Donc, c'est-à-dire que c'est du en même temps. Et pour conclure, dire que je vous adore, Samuel, et on aime tous les deux le football, mais me dire qu'Olivier Faure est indispensable, c'est comme si en 2010, après Naïsta, vous aviez dit que Domenech était indispensable à l'équipe de France. Ma chaise est en train de s'effondrer. Voilà. Seul contre tous. Oui, et je constate que vous n'avez fait que répéter certains de mes propos sur un ton accusateur. Vous pouvez aller lécher vos plaies. Éric Revel, l'aide militaire à l'Ukraine remise en cause par la guerre en Iran. Bah oui, c'est très très clair à mon avis. D'abord, vous remarquerez qu'on parle quasiment plus ou très modérément de ce qui se passe en Ukraine, ce qui est quand même absolument hallucinant vu le nombre de morts, de moyens militaires et financiers engagés, que Zelensky continue à faire des tournées européennes. D'ailleurs, on se demande s'il est souvent à Kiev, parce qu'on le voit sans arrêt dans les capitales européennes. Il demande des moyens et de l'argent. Or, il faut savoir que la plupart des moyens militaires que l'on fournit à l'Ukraine sont des moyens militaires qu'on achète aux États-Unis. Oui. Bon, donc si vous voulez, c'est assez simple. Vous avez aux États-Unis un arsenal de guerre qui tente de fournir un maximum de munitions, de missiles, pour une guerre dont Trump ne sait plus comment s'en sortir, à mon avis, qui est en Iran. Et pendant ce temps-là, je pense, enfin je suis pas le seul à le penser, que l'Ukraine va sans doute faire les frais de tout cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faute de moyens militaires, de munitions, les Russes peuvent avoir champ libre en Ukraine. Et ça, ce serait la collatérale pour Trump de ce qu'il a déclenché en Iran. Et je pense qu'il est dans un bourbier pas possible en Iran. Mais qui va payer l'addition ? Peut-être les Ukrainiens, faute de moyens. Alors, moi, je crois une chose. Je pense que le problème n'est pas la guerre au Moyen-Orient. Parce que les États-Unis ont un tel complexe militaro-industriel que s'ils veulent fournir des armes pour le Moyen-Orient et pour l'Ukraine, ils ont un appareil militaro-industriel tellement puissant qu'ils peuvent produire des armes, pas pour la planète entière. Mais il y a deux questions qui se posent. La première, c'est une question d'argent. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, surtout si on en fait cadeau. Et il y a une deuxième question, et celle-là, elle est beaucoup plus terre à terre, c'est de la volonté politique. Exactement. Moi, je pense que Trump se tape royalement de l'Ukraine. Sa priorité, c'est le Moyen-Orient. Si demain, les chars russes sont à Kiev et à Lviv, à l'autre bout du pays, du côté de l'Europe,
à mon avis, Trump s'en fiche. Et puis, il n'a pas envie de foutre une ratatouille au maître du Kremlin. Voilà, c'est pas le. Enfin, je ne vois. C'est 6 000 têtes nucléaires là aussi. Non, mais c'est pas ça. Puis on sait. Parce qu'il est déjà fâché avec un bon nombre de gens. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi évidemment dans l'histoire, dans l'ADN de Donald Trump doit une partie de sa fortune. Enfin, faut juste pas oublier quand même d'où vient le revival économique de Donald Trump à la fin des années 80. Ce sont des oligarques russes qui le sauvent à Manhattan. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on le soupçonne d'accointance où on imagine quelques secrets d'alcôve, etc. C'est vrai, c'est pas vrai. Enfin bref, clairement, beaucoup pensent que de toute façon, il est tenu par Poutine et par le système. Donc le fait qu'il sorte les muscles, oui, il l'a déjà fait et il est évidemment capable de le faire. Et il adore ça. Mais qu'il aille au bout de la démarche, c'est-à-dire sortir les Russes d'Ukraine et les renvoyer à Saint-Pétersbourg, je n'y crois pas une seconde. Entièrement d'accord. Samuel Botton. Difficile pour moi de ne pas être d'accord avec Eric dans la mesure où Fayot. Je me sens moins seul. Oui. Ça va faire 4 ans que ce conflit dure. Mais vous avez vu ce qu'il vous a mis tout à l'heure ? Oui, mais c'est pas grave. Vous savez, moi je suis honnête à la différence de certains autour de cette table. J'avais des arguments. Je suis. Il est pas rancunier. Non, il est honnête intellectuellement. Il faut plus inviter ça. On arrive à un point de bascule. L'Ukraine est dans une position critique. L'Ukraine est dans une position critique à chaque nouveau conflit où elle est sur un point d'équilibre, voire même de rupture. C'est vrai. C'est-à-dire ce qui se passe à l'autre bout du monde a des conséquences à côté de chez nous. Et pour revenir à Donald Trump, il y a eu beaucoup de sommets sur l'Ukraine et la Russie. Très peu ont été victorieux. J'ai même eu tendance à penser qu'il se faisait beaucoup plus balader par Poutine que ce que lui-même a baladé von der Leyen. Évidemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Ukraine, pour lui, c'est quand il a un petit temps calme, écoutez, il va voir ce qui se passe et il essaye. Mais malheureusement, j'ai bien peur qu'on soit dans une situation qui soit inextricable pour les Ukrainiens, parce qu'aujourd'hui, qui peut tenir tête à Poutine ? L'Europe a montré qu'elle n'était pas au niveau, même si elle pourrait l'être, mais elle ne l'est pas aujourd'hui. Et les États-Unis sont dans une forme de nini, comme vous dites, mon cher Philippe. Et avec tout ça, au milieu, les Ukrainiens, et qui sont tributaires de ce qui se passe à l'autre bout du monde, avec un conflit qui, lui, me semble encore plus complexe que ce qui se passe en Ukraine. Alors, je ne vais pas répondre à Samuel, puisqu'il est d'accord avec moi. Je vais répondre à Philippe sur l'argument du complexe militaro-industriel américain qui serait surpuissant quoi qu'il arrive. Ça, et vrai. Puis à notre ami Sébastien, à la casquette, sur il se fout de l'Ukraine. Sur le complexe militaro, vous avez raison, mais le problème, c'est qu'il est inadapté. On le voit sur le terrain. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème de coût. Des missiles qui sont envoyés et en face une inadaptation parce qu'en fait même s'ils en produisent, les drones sont en train de faire dans ces conflits, que ce soit en Ukraine ou en Iran, de gros dégâts, mais deviennent une arme absolue qui coûte pas cher. Donc un complexe militaro-industriel surpuissant américain, on partage, mais pas adapté pour ce nouveau type de guerre. C'est comme ceux qui continuaient à construire des chars à une époque. Toutes les armées du monde voulaient des chars et on voit bien que c'est plus adapté. Maintenant, sur le fait qu'ils se foutent de l'Ukraine. Bon, écoutez, je veux bien, mon cher Sébastien, mais le problème, c'est que l'Europe, si la Russie continue son avancée en Ukraine, voire ailleurs, j'en sais rien, dans d'autres pays des Balkans, c'est en fait l'Europe qui est un vrai marché en termes de business pour les États-Unis, qui risque d'être dans une situation compliquée. Donc, il peut pas s'en foutre autant que vous le dites. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il peut pas mettre une ratatouille à Poutine, ce qui n'est pas pareil. Absolument. Merci, bravo les garçons. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'info en plus. Le CEO rétablit donc les tests génétiques de féminité pour participer aux Jeux Olympiques 2028. On en parle dans un instant. Il faudrait que je les passe aussi alors. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec autour de cette table Eric Revel, Sébastien Ménard et Samuel Botton, et avec Philippe David d'ailleurs. Bien sûr, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et le comité international olympique a donc rétabli les contrôles génétiques abandonnés en 1999. C'est la première mesure de Christy Coventry depuis son élection à la tête de l'instance olympique. Philippe, vous vouliez réagir à cette information ? Mais je trouve que c'est quand même la moindre des choses, parce que aujourd'hui, vous avez des hommes qui vont faire les compétitions féminines.
Non mais ça n'a pas de sens. Alors, je veux dire, je vais prendre un exemple, Éric Revel qui a été un tennisman d'excellent niveau. Oui. Non, de bon il y a niveau. longtemps. Oui, bon vous niveau. avez vu votre classement, vous étiez 4-6, je crois, ou 2-6, quelque chose comme ça. 6-4, 6-2, 6-1, 6-0. Non mais... Quand vous avez chez les hommes un service d'homme ou un service de femme, désolé, c'est pas la même puissance globalement, parce que déjà l'homme ça tombe de plus haut, il y a plus de poids dans la balle, etc. Et quand vous voyez cette athlète française de MMA qui se fait démonter en 2 rounds par un athlète, parce que je dis un athlète, ancien des forces spéciales américaines, moi j'ai vu la vidéo, c'était il y a 2-3 ans, qui a changé de genre et qui a 3 fois plus de muscles. La fille, elle domine tout le monde, mais là elle se fait exploser. Jusqu'à quand on va atteindre ces aberrations? On va attendre qu'il y ait un mort ou une morte dans un sport de combat ou quelque chose comme ça? Est-ce que, parce que bon, moi j'entends ce que vous dites, Philippe David, et je suis plutôt d'accord, mais on ne peut pas exclure, entre guillemets, des compétitions, celles et ceux qui font un choix intime de changer de sexe. Peut-être faut-il créer une nouvelle catégorie. Voilà. Vous allez avoir les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis une compétition pour les transgenres. Ça sera plus équitable. Vous pouvez le faire, mais parce que sinon c'est de la triche. Oui, il faut proposer, monsieur Philippe David. Oui, il ne faut pas que critiquer. Ça dépend dans quel sens, Sébastien. Parce que si d'une femme vous devenez un homme, c'est forcément plus fragile qu'un homme qui devient une femme. Ce qui pose problème, c'est celles et ceux qui étaient des hommes et qui deviennent des femmes. Oui, c'est ça qui pose problème. Et c'est cette catégorie-là qu'il faut créer. Oui, mais c'est cette catégorie qu'il faut créer. Voilà. Mais ça veut dire qu'un transgenre affrontera un autre transgenre. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est pas le changement de sexe, c'est clair, net et précis, c'est pas ça. C'est que souvent dans les athlètes dont vous parlez, je parle pas du cas de MMA dont vous parliez. La vidéo est impressionnante. Mais vous avez des personnes qui ont un ADN compliqué. Alors je rentrerai pas dans le détail parce que je le connais pas. C'est-à-dire que ils sont Caster Semenya par exemple, l'athlète sud-africaine. Exactement. Et là c'est beaucoup plus compliqué que de dire simplement celui qui est devenu c'est pour ça que les tests génétiques sont bien. Oui, mais dans quelle catégorie vous mettez ces gens qui ont un ADN qui est plus masculin que féminin, par exemple? Un transsexuel. Mais là c'est pas un transsexuel, c'est quelqu'un qui est comme ça de naissance. Mais très bien. Mais si vous faites un test ADN, le test ADN révélera que on peut pas le mettre complètement. On peut pas mettre cette personne. Dans ces cas-là, faut faire une autre catégorie. C'est compliqué. C'est compliqué. Excusez-moi, ça existe. Alors à certaines initiatives, par exemple à Marseille, vous avez chaque année ce qui est organisé, c'est les Gay Sport Med. Ce sont donc des épreuves qui sont réservées aux transsexuels, qui concours chacun à égalité, donc avec des femmes qui sont devenues hommes, des hommes qui sont devenus femmes, des courses séparées. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, effectivement, ça serait un non-sens total. Je crois que ça avait été démontré à l'époque, une personne qui avait changé de sexe, donc de homme à femme, un Sud-Africain, si je dis pas de bêtises, qui était classé, il me semble, 400e de son pays sur 100 mètres. Et qui, quand il s'est mis à courir face à des femmes, tout de suite, on s'est aperçu qu'il survolait. Donc effectivement, là-dessus, ça n'a pas de sens. C'est vrai en boxe, en natation. Là où je trouve qu'il y a une forme d'indignité, c'est de vouloir aller chercher des femmes qui n'ont rien demandé, qui sont des femmes, avec des tests génétiques. Et la violence que ça peut être, c'est qu'on va aller leur expliquer, oui, mais les résultats, là, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment une femme et qu'on peut vous faire concourir avec ces gens-là? Là-dessus, je trouve ça aberrant. Mais là, il n'y aura pas de doute. Mais je vais prendre un exemple d'une basketteuse récemment disparue. Les plus anciens l'ont connue, Semenova, qui jouait à Riga, qui explosait à chaque fois les filles du CUC, le Clermont Université Club, Jackie Chazalon et compagnie. Elle faisait plus de 2 mètres, 2 mètres 12, je crois, ce qui est rarissime chez une femme. Et on se posait même la question de savoir si c'était pas un homme. Je pense que là, un test génétique aurait peut-être pas été utile. Vous avez les mêmes interrogations. Vous vous souvenez peut-être de la partenaire de double de Navratilova qui s'appelait René Richards. René Richards. Oui. Là aussi, il y a eu à l'époque. Alors, c'était extrêmement gênant parce que, comme le dit Samuel, il faut jamais oublier qu'il y a une personne derrière la violence de ce que vous. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui se posaient déjà des questions. À l'époque. Mais bien sûr. Il y a 50 ans, 40 ans, Navratilova. Sauf que là, pour les concurrents qui sont en face, et dont cette boxeuse qui a décidé, elle a abandonné l'autre. Parce qu'elle voulait pas. Oui, parce qu'elle a pris tellement de coups qu'elle s'est dit, il vaut mieux arrêter pour ma santé, parce que c'est la moindre des choses. Donc vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ces médailles-là ne seront pas remis en cause, mais c'est à partir de maintenant qu'effectivement les choses vont changer. Après, comment ça va être organisé, je ne sais pas. J'ai pas souvenir qu'aux Jeux Olympiques ou aux Championnats d'Europe ou autres,
on a déjà vu des sportifs transsexuels. Si, la boxeuse Iman Khelif. Mais ce n'est pas une transsexuelle. Non, c'est pas une transsexuelle. C'est pour ça que je parlais du test ADN qui est très compliqué. Oui, c'est ça, qui est entre eux. Mais c'est une femme. Dans les faits, c'est une femme. Et c'est vrai que la finale à laquelle on assiste, je sais plus quelle, je crois que c'est une Italienne qui est en face d'elle. Oui, c'est ça qui abandonne. Mais elle se fait casser la mâchoire ou enfin c'est. Mais voilà, c'est pour ça que je partage le point avec Samuel. Vous voyez, un transsexuel, on voit de quoi il s'agit. On peut créer une catégorie, mais quelqu'un qui a un test ADN qui est entre les deux, qui est plus masculin que féminin. C'est infinitésimal. Pour le cas de cette boxeuse, c'est le genre d'attaque. Comment ? À l'époque, j'ai souvenir qu'Amélie Mauresmo avait subi un peu ce genre de commentaires et ce genre d'attaque. Mais elle en a parlé, elle a dit ça a été d'une violence inouïe. En plus, c'est très violent. Non, mais Amélie Mauresmo, c'était pas pour un problème de changement, c'est parce que c'était des propos homophobes comme elle aimait les femmes. Ça n'a rien à voir. Non, elle trichait pas, c'était une femme, elle jouait au tennis, elle battait les autres. Non, mais elle est très masculine comme femme. Mais voilà, elle est très masculine, mais c'est une femme. Moi, je la trouve pas plus masculine que ça. Quand elle jouait, c'était une des plus athlétiques. C'est-à-dire d'un point de vue numéro 1 mondial, Amélie. C'était quelque chose d'impressionnant par rapport à ce qu'on a vu sur le circuit. Bon, on craquait plus pour Gabriela Sabatini. Oui, il y a quelques années, oui. Le côté lascif du service, vous vous souvenez, c'était extraordinaire. Ah oui. Bon, les Gabriela. amis, on a des arnaques à découvrir avec le bon Flavio, notre chasseur d'arnaques. Bonsoir Flavio. Bonsoir, vous allez bien ? Oui, ça va. Encore une belle annonce d'escroquerie ce soir. Encore une belle annonce, quelqu'un qui vend son véhicule, pour le coup une 206, mais la personne prend des photos uniquement avec le véhicule fermé. Ah, c'est bizarre. C'est quand même très bizarre. Allez, on écoute. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, je vous appelle pour la 206 à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible ? Oui, toujours à vendre, Oui. Je voulais savoir, le véhicule, il vous appartient ? Oui, con quoi. Oui, pourquoi ? Non, je dis ça par rapport aux photos d'annonce. Genre quoi, les photos ? Un peu bizarre de prendre des photos de nuit, avec une lampe torche, prendre l'intérieur du véhicule à travers sans même baisser la vitre ni ouvrir la porte, quoi. C'est bizarre. Pas du tout, il n'y a rien qui est bizarre. Pourquoi ne pas prendre les photos de jour et ouvertes, quoi, la voiture, avec Tu la vois pas, la bagnole, là, comme ça ? Si, mais je pense qu'on la verrait mieux de jour que de nuit, éclairée par une lampe torche, sans une porte ouverte. Oui, je crois, encore un casse-couille qui va m'apprendre ce quoi faire. Allez, jouer ailleurs. C'est pour vendre votre voiture aussi, quoi. Ouais, va te faire foutre. Il est commercial. C'est un vrai commerçant dans l'âme, lui. Mais le langage toujours fleuri, c'est bien, c'est sympathique. On a envie de dîner ensemble avec ces gens-là. Donc effectivement, une voiture qu'on photographie avec une lampe torche, il y a quand même un peu de doute. Vous avez bien raison, mon Flavio, ça c'est sûr. La voiture était sympa ou pas ? La voiture, je sais pas. J'espère qu'il va réussir à la vendre parce que j'ai des doutes. Ouais, et c'était combien ? Alors là, bonne question. Bonne question, voilà. Et on n'avait pas de prix en plus, donc voilà, ça restera sur le Bon Coin, c'est pas très grave. À réécouter, bien entendu, sur le bon Flavio sur Instagram et écouter en podcast sur Sud Radio. Et on se retrouve lundi, mon bon Flavio. Et comme on dit. Allez, Flavie. Et vivement lundi. Vivement lundi. Allez, on vous embrasse dans un instant. C'est le journal et puis la météo et avec Philippe David. La télé-réalité a fabriqué des crétins. Ce sera mon coup de gueule. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio la plus proche de vous. Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une bien sympathique émission s'il n'y avait pas ces trois vraies voix. Samuel. Oh, c'est une blague. Surtout en plus, j'ai mal fait la concordance des temps parce que c'est même pas ce que je voulais dire. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Eric Revel, journaliste, auteur de ce livre C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Absolument. Expert en communication. Monsieur. Impressionnant. Ah, c'est fou. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Et tout de suite. La food quoi ? La food tech. Ce qui vous ferait du bien d'ailleurs.
Ça n'existe pas. Je sens que vous avez une carence en magnésium. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange à Foodtech? Je fais des substituts de repas, des compléments alimentaires, des boissons techniques. Pourquoi ça me ferait du bien? On en parlera en antenne. Vous me trouvez un peu trop volumineux? Je trouve ce propos fielleux. Vous avez tout mon soutien. Parce que si vous êtes un peu trop volumineux... Mais non, mais surtout... Méfiez-vous, il n'est pas médecin, il est gynécologue. Monsieur Ménard ne ressemble à rien. Non mais voyez, moi, dans la rue, quand je me balade, les gens se retournent. Monsieur Ménard. Mais quelle horreur! On confond avec le maire de Béziers maintenant. Allez, parlez. On peut y aller? Oui. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village qui était déjà le lieu de mon coup de gueule d'hier, puisqu'il s'agit de Nice. Pourquoi Nice? Parce qu'on a appris hier soir que le corps de Loana Petrucciani avait été retrouvé sans vie à son domicile de la Cité des Anges. Bien évidemment, ce coup de gueule ne concernera pas Loana, sur qui je n'aurais pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'elle repose en paix, mais sur ce qui a fait connaître Loana, la télé-réalité. La télé-réalité, un phénomène arrivé en France il y a pile un quart de siècle, puisque c'est en 2001 que Loana a remporté Love Story. Un nouveau genre télévisuel qui a fait beaucoup de petits, trop à mon avis. Un nouveau genre importé des Pays-Bas, puisque Love Story était l'adaptation de l'émission Big Brother avant que le concept devienne un phénomène mondial. Et je dois dire que ce type de télévision ne m'a jamais attiré au point de ne jamais, de mémoire, avoir regardé une seule émission de ce genre qui représente pour moi le summum de la contre-culture. Quand j'étais enfant, dans un quartier populaire, il y avait 3 chaînes de télévision et mes parents, qui avaient arrêté l'école au certificat d'études, regardaient avec leurs enfants religieusement les dossiers de l'écran ou encore Alain Decaux raconte. Des émissions qui, je le pense, ont développé notre sens critique et donné une culture historique solide. Dans ces émissions, on parlait de sujets comme la résistance et la collaboration ou pourquoi Napoléon a perdu à Waterloo. Des sujets beaucoup moins sexy que des rapports sexuels dans une piscine et beaucoup plus sérieux qu'une inconnue disant « T'es une fille et t'as pas de shampoing », formule qui lui permit d'être connu de la France entière et de gagner des fortunes. On me dira que c'était la télé d'avant, une télé d'avant qui avait formaté les Français d'avant, qui étaient connus dans le monde entier pour leur culture et leur niveau d'éducation. Love Story a marqué le début d'une rupture avant les Marseillais à Miami ou les Anges de la télé-réalité, des émissions qui ont abêti la population à un niveau jamais atteint. Comme dit l'éditorial du Grand Matin sur Sud Radio, drôle d'époque. Sébastien Ménard, pas Le Ménard. Non mais pas. Alors, Philippe David, oui, vous avez en partie raison, mais pas que. C'est pas les émissions de télé-réalité qu'on crée une génération d'abrutis. C'est, pardonnez-moi, mais avec Cécile de Minibus, on a aussi fait une petite carrière dans la production audiovisuelle, en fait, souvent, on adapte des formats, je dirais, au public, et on met à disposition du public ce que le public a envie de voir. Donc, la télé-réalité n'a pas fabriqué une génération d'abrutis, elle a accueilli une génération d'abrutis, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Qui avait envie de s'abrutir. Oui, mais... Enfin, je suis même pas sûr qu'ils sont conscients. Mais en fait, tout ce que vous avez pu voir depuis 2001, donc ça fait quand même 25 ans, c'est un quart de siècle. Mais c'est à l'image de ce qu'est la société aujourd'hui. Et c'est pas ces émissions-là qui ont évidemment, ça influence. Mais à la base, c'est à l'image de la société. Et ces formats-là ont accueilli cette génération-là et ne les a pas fabriqués. Oh oui, moi je vous répondrai, mon cher Philippe, c'est pas parce que vous avez un pot de Nutella que vous êtes obligé de vous déclencher une crise de foi dans l'heure. C'est pas parce qu'il y a une profusion d'émissions de télé-réalité que vous êtes obligé de toutes les frapper, de les prendre au premier degré. Non, il y a eu des bonnes choses aussi dans la télé-réalité. Tout ça pour dire, je vous citerai Philippe Seguin, qui disait, mais bien sûr que je regarde Love Story. La semaine dernière, pour départager Aziz et Kenza, il y avait 4 millions de votants. C'est autant que le référendum sur le septennat. Donc vous voyez comme quoi ça a fasciné. Moi j'ai des souvenirs de Love Story où les Français étaient sur les champs au même titre que France 98. Ça a passionné jusqu'à mes parents qui pourtant sont imperméables à tout type de télé-réalité. C'était une nouveauté. Et puis après, forcément, il y a eu une déferlante, mais une déferlante qui a fait aussi les beaux jours des chaînes de télé, parce que j'ai souvenir des Marseillais qui faisaient quand même des pics d'audience à 2,2 millions de téléspectateurs en concurrence frontale avec Cyril Hanouna ou Yann Barthès ou quelques autres. Ça a été un âge d'or qui aujourd'hui est révolu pour plein de raisons, parce qu'il y a eu
plein de sujets qui ont été mis dans la lumière, notamment différentes escroqueries. On a encore eu il y a pas longtemps des accusations contre Laurent et Jazz Correa qui sont les grandes figures de la télé-réalité. Non, on ne sait pas qui c'est. Non, moi je sais pas qui c'est. C'est des gens qui ont leur programme sur TFX, qui sont produits par Arthur, ça nous manque pas. et qui font pareil des centaines de milliers de téléspectateurs. Mais aujourd'hui, le phénomène, on est arrivé à une forme d'érosion. On est arrivé au bout de ce système-là, et maintenant la télé-réalité, elle doit se réinventer, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit repartir sur des bases, comme vous l'avez dit, de stupidité. Ça peut être différent. Éric Revel. Comme je suis pas de gauche, je vais pas être soupçonné de faire du snobisme cultureux, mais je n'ai jamais regardé ni Love Story, ni Secret Story. Les noms dont vous parlez, je sais même pas de quoi il s'agit. La seule fois où j'entends parler de la télé-réalité, c'est sur des vidéos où les gens se ghostent tellement que ces gens sont idiots. Vous êtes fan de Nabila, vous me l'avez dit. Arrêtez. Non, mais je suis très sérieux. Vous avez très le même sérieux. shampoing, Maintenant, je vais vous dire. J'entends l'argument de Sébastien. En fait, c'est qui de la poule ou de l'œuf? C'est-à-dire que, oui, mais attendez. Dans ces cas-là, si vous voulez éviter, alors peut-être pas de faire naître une génération de gens qui préfèrent voter pour des candidats de télé-réalité que pour un référendum démocratique, dans ces cas-là, vous les nourrissez précisément avec des productions qui vont les élever et pas les abaisser. C'est ça. Bon. Or, j'ai jamais rencontré des gens qui m'ont impressionné lorsqu'ils se gavaient de télé-réalité. Non seulement je sais pas de quoi ils me parlent, je parle pas de vous, Samuel, hein. Mais non seulement je sais pas de quoi il me parle, moi non plus. Mais je me dis, mais quelle misère intellectuelle d'avoir des centres d'intérêt aussi réduits que passe-moi le shampoing, t'as la savonnette. Oui. La savonnette, tu l'as mise où? La savonnette, tu l'as mise où? T'es même pas habillé, dis donc. Vous n'avez jamais regardé Les Nez des Garçons ou Les Feux de l'amour? Ah non, jamais. Ah si, Les Feux de l'amour, regardez ça. C'est du même niveau. C'est pour se vider un peu l'esprit. Sauf qu'à l'époque, tous les sitcoms étaient écrits. Était écrit. Oui. Là, c'est pas écrit du tout. Oui. Non, mais là, on est quand même. Aujourd'hui, le Loft, c'était pas écrit. Aujourd'hui, c'est écrit quand même. C'était ça le propos. Voilà, c'est ça. Et pour amener ça à Loana et tous ses congénères dans Love Story 1, c'était une génération innocente qui est venue et qui ne savait pas ce qui l'attendait. Ceux à qui ceux qu'on doit blâmer, c'est ceux qui sont arrivés par la suite et qui ont espéré faire une carrière par des passages dans des émissions. Et qui ont abusé du système. Un mot quand même en hommage à Loana que j'ai pas connu, que j'ai regardé parfois à la fin de sa carrière. Oui, à la fin de sa carrière. Qui était dans un état déjà physique et mental. On voyait que ça allait pas bien, qu'elle n'était pas bien. Bon, vous vous rendez compte, elle a connu une notoriété fulgurante. Sans doute n'était-elle pas préparée à ça. Sans doute aussi que ses fragilités de son enfance se sont amplifiées. Et là, on apprend qu'elle est morte seule. Dans son appartement. Donc cette solitude d'un personnage, elle avait 48 ans, je crois. 48 ans. Oui. Bon, mais non, mais voilà, il faut s'incliner devant la mémoire, mais qui est, j'allais dire, une victime, pour moi, collatérale. Dommage collatéral, comme on dit militairement. Évidemment. Mais encore une fois, il y en a d'autres. Regardez les chanteurs de boys band, les grands groupes qui ont tous fini, pour un certain ne faisons pas de généralité. Éphémère. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Nous allons nommer un ministre, et en l'occurrence un ministre du numérique. Et puis après, ce sera le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Sud Radio. Tiens. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et en l'occurrence, ce soir, vous êtes ministre du numérique et c'est Samuel de Paris qui est avec nous. Un autre. Bonjour. Ça va, Samuel? Oui, très bien. Bienvenue. Bonsoir, monsieur le ministre. On a envie de vous entendre sur ce portefeuille et sur les propositions que vous voulez porter. Oui, donc une des propositions qu'il serait intéressante à apporter serait, alors non pas d'interdire les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, mais ça serait plutôt de leur proposer de passer lors de leurs années au collège ou au lycée une sorte de permis auquel dedans on leur apprend à différencier les différents images qui sont créées par l'intelligence artificielle ou les dangers des réseaux sociaux. Et donc, après l'obtention de ce permis, ils ont comme un petit code ou un petit pass qu'ils peuvent ainsi l'indiquer, le mettre lors de l'inscription sur les réseaux sociaux.
Et ça va leur permettre, entre guillemets, de 1, ça fait pas de frais en plus pour l'État, et de 2, ça leur permet, on est sûr que lorsque les enfants, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, ils ont en tout cas connaissance des dangers que peuvent représenter ces réseaux sociaux. Et je pense que c'est une mesure qui peut être fort intéressante, justement pour non pas punir, mais pour prévenir les dangers des réseaux sociaux. Ça s'entend, Samuel. Un autre Samuel. Vous avez un point commun. Ah, c'est bon. Vous avez un point commun avec moi, c'est que tous les deux nous sommes brillants. Je trouve là, c'est fou. Il a dit dans 3 secondes. Je trouve votre proposition très avisée. Ça va même pour moi un peu plus loin que ça. C'est peut-être le sens et le rôle de l'école de préparer des futures générations à ce qui les attend dans le monde de dehors. Et alors, quand vous formulez effectivement cette question de la reconnaissance des images faites par intelligence artificielle ou d'une bonne ou d'une mauvaise information, oui, je ne peux être que d'accord avec ça. Je vous attendais plus sur la question de la souveraineté numérique, mais j'imagine que ce sera pour une prochaine fois. Oui. Mais ça la rejoint, car on peut également justement imposer à ces plateformes de pouvoir reconnaître ce genre d'éléments, et entre guillemets ça nous permet de nous gérer qui a le droit ou non de rentrer sur les réseaux sociaux. Sébastien Ménard. Monsieur le ministre du numérique, j'aimerais mettre quand même au crédit du premier quinquennat Macron et du second quinquennat tout ce qu'a pu... Non mais c'est important. Là c'est la tête d'Éric Revel. Il s'appelait O. Non mais Monsieur O. En matière, mais alors Cédric O a été un bon conseiller en charge du numérique à l'Élysée et un bon ministre. Je rappelle quand même qu'il est l'un des rares, monsieur le ministre, c'est votre prédécesseur, d'avoir réussi à faire plier les plateformes, parce que on sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile d'imposer aux plateformes le droit européen, le droit français, puisque évidemment toutes ces entreprises qui nous rendent des centaines de services au quotidien au cœur de nos téléphones mobiles, quelque part outrepassent toutes les règles du jeu et parfois sont, j'ai envie de dire, sont à géométrie variable dans le respect des valeurs qui font nos lois en France et en Europe. Donc il va falloir pousser, monsieur le ministre, ces sujets et tenir des positions fortes, puisque la France, en tout cas depuis 7-8 ans, n'a jamais été aussi puissante pour faire respecter nos valeurs sur les réseaux sociaux, mais pas que sur l'ensemble des plateformes américaines. Ah, vous trouvez-vous? Non, oui, évidemment que oui. Monsieur le ministre, cher Samy, vous m'écoutez? Écoutez pas Monsieur Revel, il va dire beaucoup de bêtises. Dans un monde idéal, vous voyez, dans un monde idéal où les enfants s'assoient derrière leur table pour écouter le professeur, qui se lève, vos propositions sont fantastiques, mais à mon sens inapplicables. Elles sont inapplicables pour une raison très simple, c'est que encore faudrait-il que les élèves auxquels vous allez vous adresser pour leur expliquer ce que c'est qu'une fake news ou une vidéo générée par l'IA, déjà savent lire. Vous voyez, déjà ils arrivent à lire ce que vous allez leur demander ou leur imposer. J'ai des doutes. Et puis ensuite, la question qu'on peut se poser. Les parents ont envie, évidemment, parce que ça représente un danger pour nos enfants, ces réseaux sociaux. Les parents ont envie de vos propositions. Mais je suis pas sûr que les racailles, par exemple, qui font des vidéos d'une violence incroyable, aient envie qu'on filtre, qu'on éduque les gens qui regardent. Et les gens qui regardent ces vidéos terribles n'ont pas du tout envie qu'on réglemente pour les autres les réseaux sociaux. Donc, sur le papier, monsieur le ministre, bravo. Concrètement, pour appliquer ce que vous venez de dire, on va vous aider. Il faudrait, vous voyez, qu'on soit sur une autre planète, avec un système éducatif et des enseignants qui soient formés, qui aient envie de le faire. Et je pense, malheureusement, que c'est pas du tout le cas. Merci en tout cas, monsieur le ministre, pour cette proposition. Sébastien, c'est un macroniste. Gardez le cap, monsieur le ministre. Merci en tout cas. Vous en débattrez dans l'hémicycle, vous inquiétez pas. On vous soutiendra, on ne prendra pas part au vote. Hein. Ah ouais, quand c'est Revel, c'est comme la corde qui soutient le pendu. Hein. Venant d'un macroniste qui un coup appelle à voter les filles, un coup appelle à voter. Ça n'a jamais été mon cas. Merci en tout cas, Samuel. Merci d'avoir joué ce rôle. Et tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est le qui c'est qui va tricher ce soir. Non, mais c'est pas possible. Il peut enlever son casque en revanche. Notre réalisatrice Marie a mis le micro de côté, donc elle peut parler à personne. Non mais
Voilà. Et pourquoi vous mettez le casque Mais parce que je suis sourd. Non, voilà, attendez, ça continue. Il va falloir réduire certaines pratiques. Ou alors de la main gauche, vous verrez, ça va moins vite. Oh, s'il vous plaît, messieurs, un peu de... Oh là 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 là. Vous avez vu, Samuel, ce que j'endure ici? J'endure. J'ai failli remettre un coup, mais bon. Et d'après ce qu'on me dit, ça va jamais au bout. Samuel est un garçon réservé. Prochaine fois, vous vous assiérez sur votre bras pendant quelques minutes. Voilà. Non, il y prendra du plaisir. Allez, on arrive au bout là, c'est bon? Allez. Qui c'est qui l'a dit? Un candidat macroniste ne pourra pas être élu président de la République. Retailleau. Bonne réponse. Absolument. De Sébastien Ménard. Non, mais je voudrais qu'il enlève son casque. Sans rire. Il n'y a personne qui peut parler. Il peut retirer son casque ou pas? Oui, vous pouvez enlever votre casque. Mais j'en ai besoin pour me concentrer. Je suis sérieux. Non, mais je ne plaisante pas. Non, mais là, il peut pas tricher, ça. C'est pas possible. Qui c'est qui l'a dit? Bruno Retailleau se retirera pour finalement soutenir Édouard Philippe. Laurent Wauquiez? Non. Oh bah non, là, ce serait vraiment la guerre. Ça l'est déjà, vous me direz. C'est quoi, un mec de droite? Oui. Ouais. Un leader de droite. Hein? Comment? Xavier Bertrand. Non. Plus loin. Bardella. Bonne réponse. Voilà, avec son casque. Eric Revel. Enfin, c'est facile, au bout d'un moment, vous faites... C'est pour vous dire si vous planez. C'est quand même le championnat de la mauvaise foi ici, c'est ça que j'aime ça. Qui c'est Samuel, qui je te l'a la dit? donne la réponse la prochaine, comme ça t'auras un point. Le RN me casse les bonbons. C'est bizarre. Ah, c'est quelqu'un de connu. C'est un maire. Un maire. C'est un maire. Sébastien, vous devriez savoir. Ah, un macroniste réélu? Non, pas macroniste. Ah, un vert. C'est pas le nouveau maire de Biarritz, Serge Blanco? Non. Ah, si Sébastien, vous savez pas ça, je comprends pas. Moi. Olivier Galzi? Non. Robert Ménard. Non. Bonne réponse, Robert Ménard. Bah oui. Non, mais comme par... Non, mais je demande à ce qu'on lui retire le casque. Mais non, je viens lui dire si Sébastien, c'est un maire, si Sébastien, vous ne savez pas ça. Mais pourquoi il retire pas son casque? Parce que je n'entends pas. C'est quand même... essayez sans casque. Voilà, essayez sans casque. C'est qui l'a dit? Oui. Un druide qui touche le RSA, ce n'est pas normal. Maël de Calan. Réponse, Maël de Calan. Attendez, ça il n'a pas de casque. Alors Maël de Calan, je rappelle, président du Conseil départemental du ministère. Oui, Maël de Calan. Président du moi je le connais. C'était ce matin sur Sud Radio. Et Maël de Calan était avec moi dans les jeunes UMP il y a 15 ans. Il continue à travailler avec son assistante qui lui fait des fiches. Et permettez-moi de vous dire une chose, pour parler des druides, et sachant qu'il est du Finistère, il a une vision panoramique. Exactement, il a mieux vie, vous. C'est-à-dire Maël de Calan, mais pourquoi pas sa cousine? Qui c'est qui l'a dit? À ce stade, on reste sur 1% de croissance. On n'est pas là pour faire de la godille. Roland Lescure. Bonne réponse. Bah oui, c'est un ministre des Finances, forcément. Bah c'est oui, facile, forcément. ça. Bah oui, c'est pour ça que vous l'avez pas dit. Celle-là, vous l'avez pas. J'ai même pas eu le temps. Qui c'est qui l'a dit? On a fait des 35 heures une mesure descendante qui s'est avérée idiote. C'est une ancienne ministre. Le jour de l'hommage à Lionel Martine Jospin. Aubry. Non, elle n'aurait jamais dit ça. Ben si, elle a dit qu'elle voulait pas les mettre en place. Oui, mais elle n'aurait pas dit idiote. Le jour de l'hommage à Jospin, non. Elle a le même mari qu'une ancienne ministre. Même mari qu'une ancienne ministre. Elle a le même mari. Qu'une ministre, elle est ministre actuelle. On comprend rien, là, vous nous éclairez pas, vous nous embrouillez là. Bon. Cette dame est ministre, elle a le même mari qu'une autre ministre. Elle n'est plus ministre, celle qu'on cite. C'est très clair. C'est pour ça que je dis. C'est pas une réponse. Là, il a dit Agnès Pannier. Agnès Pannier-Runacher. Premier point. Et alors, le mari en question, c'est qui? Nicolas Bay. Nicolas Bay. Qui était avant avec Aurore Berger. Qui était avec Aurore Berger. Oh là là, c'est pas possible. Qui aujourd'hui est chez Magali Berda, c'est ça? Oui. Non. Je sais pas, je peux. À l'antenne? Oui, il me semble. Oui, absolument, absolument. Qui c'est qui l'a dit? Les profiteurs de crise sont les pays producteurs de pétrole. C'est du Mélenchon, non? Non, pas du tout, c'est surprenant. C'est un ex-grand patron d'un groupe très connu en France. De distributeurs. Michel-Édouard Leclerc? Non. Ah non, il est encore Serge Papin. Bonne réponse. Ah, mais les ministres. Oui, bah, on ministre, maintenant, mais l'ancien patron. Remets son casque parce que t'es sourd. Enfin, j'ai le droit, voilà.
Qui c'est qui l'a dit? Benjamin Netanyahou est dans une question de survie. Il ne s'agit pas de lui demander d'arrêter la guerre, mais s'ils pensent qu'ils vont faire tomber le régime iranien uniquement à coup de bombe, visiblement, ils s'y prennent très mal. C'est un leader international. Non. Pas du tout. Pas du tout, c'est un député français. Ma gardienne? Non, un député français. C'est un vice-président. Chenu. Bonne réponse. Il était un poil plus rapide. Il va gagner Revel là. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de triche. T'as compris T'as compris la Ménard? T'as compris la Ménard qui sert à Raoul? Allez, le dernier. Qui c'est qui l'a dit sur Nice? Bruno Retailleau a fait une faute politique. Estrosi? Non. Bertrand? Non. Non, c'est un autre maire. C'est Tondelier? Non. C'est un mec de LR. Oui. Et il est maire d'une ville. Depuis des années. Lisnard? Non. Et il vient d'être réélu. Il y en a beaucoup. On lui dit souvent, mets le doigt dessus. Et il a été ministre. Monsieur Chatte? Non. Sortez, monsieur Revel. Et il aime le brie. Copé. Il a dit un copé. Ah oui. Non. Et oui, les habitants de Meaux, ce sont les mêle-doigts. Exactement. Et oui, en plus. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai faite. Ah oui. Où tu sais. Mais alors, est-ce qu'on peut avoir les scores pour qu'on voit quand il n'y a pas de triche qui gagne? Là, 5 points. Non mais pour qui? Donnez-le, on fait de la radio. 5 points pour Éric Revel. Merci. 3 points pour Sébastien Ménard. Et Samuel Boto qui fait toujours du social, 1 point. Eh ben je lui en donne 2. Non, réellement, vous perdez. Eh ben on a Et je égalité tous. rappelle, excusez-moi, je rappelle que les gagnants sont toujours les 2 personnes qui trichaient avant. Non. J'avais même plus de facilité à les battre quand elles trichaient. Je me poserai des questions. Samuel, une fois j'ai eu la réponse. Mais lui, il les avait tous les soirs dans le casque. Maintenant, comme ils veulent reprendre la gagne, c'est-à-dire qu'ils sont hyper concentrés. Vous avez révisé, c'est bien. Oui, c'est bien. Il a un peu travaillé pour une fois. Cécile nous aide beaucoup quand même. J'essaye de vous aider. Sauf sur le mari de la cousine du frère qui a épousé. Là, je comprends rien du tout. Mais il fallait multiplier par l'âge du capitaine. Voilà. Et comme je suis pas bon au racine carrée. Les amis, allez dans un instant, le Parlement européen qui valide ce jeudi la création d'un centre de rétention pour migrants hors des frontières de l'Union européenne avec une question. Approuvez-vous la création de centres pour renvoyer les migrants en dehors de l'Union européenne? Vous dites oui à 86%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on sera ravis de vous accueillir en direct sur Sud Radio avec ces 3 morphalous là. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio vous invite au concert le plus attendu de l'année, Minibus. Ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Il y a un sacré trio aujourd'hui. Oui, ça marche bien, ça marche. Je vais vous faire une confidence. Peut-être allez-vous trouver que je suis un peu fleur bleue ou un peu neuneux. Non. Mais je pense que pour sa victoire, Éric Revel n'a pas triché. Non. Non, je crois pas. Rappelez qui a gagné? Vous? Oui, c'est ça. il a Non, attendez. Il n'a pas gagné, il a largement gagné. C'est pas pareil. Arrêtez. Merci Cécile. Je sais que vous êtes un soutien de la première heure. Il y en a 2 que j'ai cités. J'ai copé, je l'ai cité. Oui, avec une demi-seconde de retard. Mais c'est pas vrai. La VAR a parlé. Mais c'est dur. Là, vous êtes la même erreur que Juppé, Sébastien. Excusez-moi, le résumé est de dire que Éric Revel part plus vite que vous. Mais c'est ça, Cécile, il faudrait pouvoir comparer. Ça s'appelle Eric, ça s'appelle l'âge. Vous inquiétez pas. Justement. C'est la détermination, je c'est tout. Je ne pensais pas qu'à votre âge vous étiez encore en mesure de dégainer. C'est vrai que l'andropause freine la libido. C'est vrai. D'ailleurs, si un auditeur veut nous appeler pour nous parler de son problème, il peut le faire au 0800 26 23 300. Il y a du spécimen autour. Là, je suis que ma génération me soutienne. Appelez. Moi, je soutiens Éric Revel. Merci. Allez, et si on parlait de choses sérieuses avec la question du soir et le Parlement européen qui valide ce jeudi la création donc d'un centre de rétention pour migrants hors des frontières de l'Union européenne avec cette question du jour, Philippe. Approuvez-vous la création de centres pour renvoyer les migrants en dehors de l'Union européenne? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On en parle tout de suite. Le Parlement européen a adopté un texte. Ce plan cherche à harmoniser les procédures d'expulsion. Ça veut dire l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne. En gros, l'idée, c'est d'accélérer les expulsions de migrants en situation irrégulière hors de l'UE. Les vraies voix Sud Radio. Et donc le texte va autoriser les États membres à ouvrir des centres de migrants dans des pays en dehors de l'Union européenne. Éric Revel.
Bon, d'abord, c'est assez surprenant que le Parlement soit saisi de cette question. Alors, on me dit qu'il a un peu plus à droite qu'il ne l'a été. Enfin, j'ai été un peu surpris. Je vous le cache pas. Maintenant, sur le fond, quel aveu de faiblesse de cette Europe ? Alors, je ne parle pas du Parlement, mais quel aveu de faiblesse. Parce que quand vous votez un texte pour dire, il faut peut-être finalement faire remigrer des illégaux qui ont passé nos frontières à l'extérieur de l'Europe, ça veut dire, que vous admettez le fait que Frontex n'a ni les moyens ni l'efficacité pour juguler le flux migratoire, et ça veut dire, on prend conscience qu'on n'a plus de frontières en réalité et que l'espace Schengen est un morceau de gruyère. Donc le problème de l'immigration, c'est un problème qui est et je fais pas une analyse politique, je fais une analyse factuelle. Quand vous voyez dans le nord de l'Europe des gouvernements plutôt sociodémocrates qui durcissent comme jamais leur politique migratoire, par exemple, quand vous voyez les déclarations des uns et des autres, ou parfois même de gens qui sont officiellement socialistes, qui disent en fait ça ne peut plus durer, que le Parlement se saisisse de cette question, ça me paraît une bonne chose. Maintenant, je veux voir l'application. Vous savez, il y a des pays qui avaient essayé de trouver des accords financiers. Alors, je sais plus si c'était au Rwanda. Alors, il y avait le Royaume-Uni, voilà. Donc, et l'Italie et l'Albanie qui s'y étaient essayés, mais qui voilà, exactement. Merci Samuel. Qui ont rétro-pédalé à cause d'une décision de justice. Bon, voilà. Alors après, ce qui va être très drôle, parce que dans ce foutra bureaucratique qu'est l'Europe aujourd'hui, c'est que même une loi votée par le Parlement européen risque d'être recalée par la Cour européenne des droits de l'homme, vous voyez. Oui. Donc, on n'est pas sorti du Kafka bureaucratique de Bruxelles. Mais je trouve que le fait qu'on en parle aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu comme quand Madame von der Leyen explique que on s'est trompé sur la stratégie antinucléaire en Europe. Madame von der Leyen, vous êtes aussi trompé sur la stratégie migratoire en Europe. En tout cas, c'est réclamé par une majorité d'États membres. C'est pas ce qui fera démissionner von der Leyen. Je dis ça, je dis rien. Non, elle vient de signer un accord libre-échange en Australie pendant que la guerre a lieu en Iran et en Ukraine. Philippe, sans demander l'avis au peuple. Alors, moi je trouve amusant, entre guillemets, le vote du Parlement européen 2 jours après qu'on ait appris que le président, le patron de Frontex, qui est maintenant député européen RN, Fabrice Leggeri, est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité parce qu'il voulait bloquer les embarcations de migrants qui venaient en Europe. Alors maintenant, on a enfin pris, alors ces poursuites, c'est la Ligue des droits de l'homme, je trouve ça complètement hallucinant, mais aujourd'hui, comme le disait Éric Revel, c'est l'échec patent de l'idéologie sans frontiériste, de l'idéologie tout va bien, de l'idéologie immigrationniste, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui en a marre et qui dit qu'on n'en peut plus, ce sont les peuples. Et désolé de le dire, en démocratie, c'est le peuple qui décide. Je rebondis, puisque le texte adopté jeudi prévoit aussi des règles et des sanctions plus strictes, comme des confiscations de documents d'identité et des rétentions et des interdictions d'entrée prolongées sur le territoire. Au risque de choquer, j'ai le sentiment quand même qu'on a 2 doigts de la réhabilitation de la traite d'êtres humains. C'est-à-dire, c'est ce que ça m'évoque. Donc on va prendre des gens qui sont par la force des choses sur le territoire illégalement, on va les amener en dehors de l'Europe dans un centre de détention, les retenir encore d'une autre manière illégale, peut-être leur confisquer leurs papiers. C'est-à-dire humainement, est-ce qu'on, au-delà de l'aspect financier, juste humainement, est-ce qu'on se rend compte de ce que ça implique ? Est-ce qu'on n'a peut-être pas trouvé une meilleure solution pour lutter sur les questions de l'immigration ? Pourquoi aller prendre des idées qui n'ont pas marché ailleurs pour les appliquer à échelle encore plus grande ? C'est la principale faiblesse de l'Union européenne. Et alors, d'un point de vue financier, je pense que ce serait un gouffre béant qui ne serait jamais rassasié et que très vite, on s'apercevra qu'on sera dans une situation d'échec de cette manière. Alors après, sur la question de l'espace Schengen, pourquoi pas, je suis ouvert au débat. Ça veut dire qu'il faut appréhender le problème différemment. Mais aujourd'hui, vous imaginez la logistique, le temps, l'argent qu'il faudrait pour mettre en application ce qu'a proposé de manière assez médiocre le Parlement européen. Je suis pas d'accord avec vous, Samuel, et pourtant, pourtant, je suis intellectuellement, philosophiquement, politiquement proche de vous sur ces sujets-là. Mais on ne peut pas continuer quelque part à proposer au peuple européen un projet européiste, immigrationniste, avec sans frontiériste. Voilà, c'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi que la gauche sociale à laquelle vous appartenez se réveille. Le monde a changé.
voilà, les dangers, les périls, les questions d'identité, quelque part, s'imposent de la gauche à la droite, en passant par le milieu, j'y suis. À un moment donné, on ne peut plus vivre dans le déni. Regardez ce qu'avait fait Merkel. Regardez ce qui s'est passé. Wir schaffen das. Voilà. On va y arriver. Qu'elle répétait à l'envie. 1 million de migrants qui ont traversé l'Allemagne. Regardez ce que ça a donné. Enfin, ce n'est pas possible. Moi, je suis, et je vais peut-être choquer Revel et Philippe David, moi, je suis pour, quelque part, donner des papiers à celles et ceux qui sont ici. Voilà, pour autant qu'ils s'intègrent, qu'ils parlent français, qu'ils travaillent, etc. Mais pour le reste, il faut fermer les frontières de l'Europe. Moi, je ne suis pas pour le rétablissement des frontières nationales, mais qu'il y ait au moins des frontières. L'Europe, il y a un début et il y a une fin. Voilà, il y a un début, il y a une fin, et on fait respecter quelque part ces valeurs du début, et puis on marque évidemment une frontière, une limite aux fins de l'Europe, et ça me paraît être du bon sens. C'est pas de la politique, c'est pas du poujadisme, c'est pas du nationalisme, c'est du bon sens. Visiblement, la France et l'Espagne restent que 2 pays qui sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de cette. Mais pour des raisons électoralistes, bêtement électoralistes. Ça recoupe une partie de mon propos quand je dis Eric a raison sur un potentiel échec de l'espace Schengen, il se pose la question effectivement des frontières, des lieux de contrôle et ainsi de suite. Ce que je critique... Oui, mais la question, il faut arrêter de poser des questions après 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais il faut des solutions. Non mais d'accord, des mesures. Ça, moi je veux bien. Donc effectivement, il faut y aller, il faut prendre le problème à bras le corps. Ce que je dis et ce que je maintiens, c'est qu'aujourd'hui la solution qui est avancée par le Parlement européen n'est pas la bonne. Il faut prendre le mal différemment pour lutter contre. Alors après, c'est-à-dire pas vous dire proposer la solution. Donc effectivement, ce que je vous disais, faire peut-être un travail sur les frontières, faire un travail sur les contrôles, mais aujourd'hui, la proposition qui est énoncée, c'est un non-sens, que ce soit d'un point de vue logistique ou humain. Mais je veux dire, mon cher Samuel, je suis pas moins humain que vous. Non. Bon, je suis peut-être même plus, en réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas le monopole. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à force d'accueillir tout ce qui rentre sur le territoire européen, comme on n'a plus les moyens ni d'assimiler, ni d'intégrer, en fait, ces gens souffrent. Ne trouvent pas de travail, ne trouvent pas de logement, parfois vivent dans la rue, sont sujets à des réseaux de prostitution, de drogue, etc., etc. Donc l'humanité, pour leur rendre service, c'est pas de leur dire ne croyez pas qu'ici c'est l'Eldorado, c'est pas l'Eldorado, c'est d'empêcher qu'ils viennent. Et je veux dire, vous avez un grand cœur. Mais parce que moi je parle de pragmatisme. Mais attendez, je ne vous dis pas il ne faut pas qu'ils viennent, qu'ils viennent pas. On est face à une situation. Monsieur Ménard, lui, il donne des papiers à tous ceux qui sont arrivés de manière illégale. Si, il a dit tous ceux qui sont là. Faut leur dire. Il n'a pas dit, mais je pense qu'on parle d'immigration choisie. Il a dit sous condition. Je parle d'immigration choisie, intégration réussie. Nicolas Sarkozy 2007. Vous parlez français. Vous, quelque part, vous validez les valeurs de la République française. Vous avez un travail, vous vous intégrez. Voilà, regardez, enfin sans déconner, il faut quand même qu'on soit tous honnêtes. Il y a, qui plonge vos assiettes dans les restaurants dans lesquels vous avez déjeuné ce midi? Qui, quelque part, cuisine, etc. Mais c'est des gens qui n'ont pas... Mais c'est pas caricatural. Excusez-moi, j'ai été en province pour faire les tournées du tabac. J'ai vu les éboueurs, parce que vous allez nous faire le coup, dans pas mal de villages qu'on traversait avec François-Louis Bourneau. Désolé, c'était des gens du terroir, des gens du coin. Hein. Donc, dire que les Français sont des feignants qui veulent pas faire la plonge dans les restos ou qui veulent pas ramasser les poubelles, c'est pas vrai. Ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a aujourd'hui des tas de gens, celles et ceux qui nettoient. C'est très urbain, Sébastien. C'est très urbain, mais la France, attendez, quand vous regardez Paris-Lyon-Marseille, quand vous regardez les grandes agglomérations, je suis désolé, on peut pas nier quelque part cette France réelle. Il y a aussi cette France un peu invisible qui se lève à 4 ou 5 heures du matin, qui est métissée, qui est colorée, qui n'a pas de papier et qui quelque part nettoie vos tapis, sort vos poubelles et plonge vos assiettes. Pour plonger les assiettes, moi je crois qu'il faut des sanctions très lourdes contre les patrons qui embauchent des clandestins. Voilà. Mais très lourdes. Moi je suis pour l'expropriation. Je suis pour l'expropriation de l'entreprise. C'est un autre sujet. J'ai fait travailler des gens dans mon ancienne vie. Je n'ai jamais embauché quelqu'un de clandestin. Voyez. Bravo, monsieur Philippe David. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La petite phrase du jour, Valérie Expert ce matin dans son émission Mettez-vous d'accord tous les jours, vous le savez, de 10h à midi sur Sud Radio. Ce sera sa petite phrase, on en parle dans un instant. Sud Radio.
Une course de 30 € d'achat. Date d'utilisation des bons et conditions détaillées sur Auchan.fr. Valable dans vos magasins et drive participants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dernière partie de ces vraies voix d'aujourd'hui avec Samuel Botton, Éric Revel et Sébastien Ménard. C'est Valérie Expert ce matin dans son émission Mettez-vous d'accord, tous les jours de 10h à midi sur Sud Radio. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. J'en veux beaucoup à la télé-réalité et moi je traduirais John de Mol devant le tribunal de La Haye parce que j'estime que la télé-réalité est un crime contre l'humanité et que cette télé-réalité a fait des générations de gens totalement surexposés et que ça a donné les... Je trouve que c'est terrible. Ouais. Sébastien Ménard. Non, mais ce type de punchline radiophonique ou télévisuel est ridicule. C'était quoi pardonnez-moi messieurs, mais Interville, que j'ai connu puisque j'ai été le dernier entre guillemets producteur d'Interville en France dans sa version avec les vachettes. C'était de la télé-réalité. Non, c'est pas de la télé-réalité. C'est un jeu, c'est comme Jeux sans frontières. Mais il y avait Michel, il y avait Jocelyne, dans les versions plus contemporaines, il y avait Hicham, etc. C'était ça, on filmait, on racontait leur vie, on les présentait, etc. C'était ça, c'est la vie réelle. Après qu'on est tiré vers le bas, qu'on est nivelé vers le bas, finalement ce qu'on avait envie de montrer et qu'on est abêti, je dirais, et le public et les candidats, c'est autre chose. Mais de dire qu'on va mettre John Desmolles devant le tribunal international, on est ridicule. D'abord, on en parle, donc c'est bien. Moi, je partage l'avis de Valérie. Bon, évidemment, traduire devant... Bon, John Desmolles, c'est aussi The Voice. Oui, mais c'était... Oui. Non, mais je pense qu'elle a exprimé sa colère. Et c'est plutôt ça. Maintenant, mon cher Sébastien, ne vous dédouanez pas parce que vous avez participé en tant que producteur au massacre. Bah non, vous avez dit quelque chose de différent d'ailleurs que de votre première intervention tout à l'heure, c'est que vous avez reconnu quand même que ce type de programme pouvait avilir, abrutir les gens qui le regardaient. Tout à l'heure, vous avez exprimé le contraire. Vous avez dit non. Mais on a fait que répondre à une demande. Cette génération était tellement bête déjà avant qu'on n'a pas eu besoin d'abrutir. Là, vous dites le contraire, c'est intéressant. Non, ce que je dis, c'est que c'est une forme. Je vais aller plus loin. C'est une forme de divertissement. D'accord ? C'est du divertissement. Je rappelle qu'Interville, c'est le général de Gaulle, accessoirement. Mais c'est pas de la télé-réalité, Interville. Mais si. Mais sinon, un match de foot, c'est de la télé-réalité, c'est la vraie vie des mecs qui essaient de partir du quelqu'un sur les réseaux sociaux et le mettre à mort, comme on l'a vu, c'est aussi un divertissement pour certains. Sébastien, mais oui. Je vous laisse parler, Samuel. Ouais, juste parce que je trouve le propos très intéressant, effectivement, de faire le comparatif avec les nouveaux médias, donc en l'occurrence les réseaux sociaux. Vous avez parlé de Portmanov, on pourrait parler aussi de Nasdaq et quelques autres qui ont totalement appliqué les codes de la télé-réalité que nous connaissons en télé, mais sur les réseaux sociaux avec encore moins de contrôle et encore moins de limites. Donc c'est là que j'ai quand même envie de trouver un peu de vertu en Desmolles, qui a toujours autant que possible, même s'il y a eu effectivement des cas douteux, essayer d'opérer dans un cadre légal, là où aujourd'hui, on est en train d'assister à un déplacement de ces programmes sur des zones de non-contrôle. Qui était une zone de non-droit. Totalement, c'est-à-dire... Il y a une différence avec Twitch. Twitch est contrôlé, Twitch peut bannir, mais quelqu'un qui était banni de Twitch, on le retrouvait immédiatement sur Kik. Aujourd'hui, vous avez Snapchat, vous avez Instagram, vous avez TikTok, et c'est là-dessus qu'on est en train de trouver une nouvelle vague de contenu inspiré, parce qu'on fait que recycler. Tout à fait. Vous dire, mes chers amis, que vous avez été des pionniers, qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de télé, de format télé, et aujourd'hui, la grande révolution, c'est d'amener du format télé sur YouTube. Tout à fait. Donc le danger, il est là, c'est quel contenu on aura demain. C'est-à-dire Love Story, voilà, ça fait vibrer les gens. Il y a eu d'autres téléréalités par la suite, c'est un fait. On ne demande pas aux gens de devenir des abrutis. C'est à eux de choisir ce qu'ils consomment et comment ils le consomment. Moi, je regarde tous les soirs Plus belle la vie. C'est pas pour autant que j'ai envie d'aller buter l'avocat du Mistral et ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est choisissez comment vous vous éduquez, choisissez ce que vous prenez et n'en retenez que l'essentiel. Non, mais justement, je crois que la télé-réalité, justement, c'est pas la réalité. Parce que enfermer les gens dans un loft... Ouais, mais Hélène et les garçons, c'est l'ancêtre de la télé-réalité, Philippe. Non, c'est un feuilleton télévisé. J'ai jamais regardé non plus. Mais enfermer les gens dans un appartement... Si, parce qu'il n'y avait pas vraiment de dialogue. On est bien enfermé dans un studio de radio. Oui, mais nous, on le veut bien, et puis ça dure 2 heures, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais quand on sort, on est un peu barjot quand même. Ouais, c'est vrai, surtout quand on vous écoute. Et ce n'est pas ça la réalité de la vie, c'est pas d'être enfermé comme un hamster dans sa cage avec d'autres hamsters pour voir comment vous allez réagir.
réagir. C'est pas la réalité. Et voilà, en tout cas, on embrasse Valérie Expert et ses équipes. Dans un instant, Philippe. Ah, beaucoup de sujets. Vous avez beaucoup réagi aux propos de Maël de Calan ce matin sur le RSA. Est-ce qu'il faut contrôler plus ou arrêter de contrôler les personnes allocataires du RSA? Vous voulez encore et toujours parler du prix des carburants. Ça a beaucoup réagi hier parce que ça devient impossible de faire le plein pour nombre de personnes. Et vous voulez parler de la télé-réalité. Vous pensez que ça a été une bonne chose ou une mauvaise chose? Venez témoigner, un seul numéro, le 0826 300 300. Merci beaucoup Samuel Botton, merci Eric Revel, merci Sébastien Ménard, merci Antonin. Merci beaucoup. Marie, Aude et Antoine et François-Louis que vous retrouvez dans quelques instants avec Philippe David jusqu'à 20h et après ce sera Magali Berda et on se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David. Passez une très bonne soirée avec Philippe et avec Magali. Et à demain, salut.